Votre attention, s'il vous plaît. À votre Excellence, Monseigneur, Président du Bureau de la Conférence nationale souveraine, à Madame et Messieurs du Bureau, distingués conférenciers, qu'il nous soit permis, avant de prendre la parole que vous nous accordez aimablement, de vous remercier ainsi que le peuple réuni en conférence, d'avoir eu le mérite et la bonne grâce de se souvenir de son premier président de la République à travers ma modeste personne. Que ce peuple tout entier, ainsi que vous-même, trouviez ici ma reconnaissance. Monseigneur, membre du bureau, bandeko na ngai baconférencier, biso tozali basi toyekoli kala, toyekoli monoko ya bamindele te, toyekoli yango na monoko na mboka. Yango wana na kusenga bino bolimbisi bino banso, na kopesa maluba mai na bongisaki na mwana na ngai ayebi kutanga monoko na mindele, kwa atangila bino boyoka yango na ndenge ekuki. À votre Excellence, Monseigneur Mosengo Passigna, Président du Bureau de la Conférence nationale souveraine, à Madame et Monsieur du Bureau, distingués conférenciers, en prenant la parole ce jour, la Conférence nationale souveraine ouvre une nouvelle page de l'histoire de notre pays, car les exigences du moment nous obligent à parler et à restituer à l'histoire quelques vérités que nous connaissons et que nous avons vécues. Ne disposons que de quelques minutes. J'essaierai de vous donner ici l'image d'un homme dont on ne parle presque jamais. Un homme oublié dans les méandres de l'histoire politique de notre pays, mais qui a su par sa foi et sa détermination dire non aux colonisateurs pour réclamer l'indépendance immédiate et inconditionnelle de notre pays. J'ai cité Joseph Kasavubu. Cet homme redoutable, philosophe de formation et condisciple de plusieurs évêques, dont le cardinal Malula, Moké Joseph, Kongolo et plusieurs autres abbés aujourd'hui décédés, fut promoteur des émeutes du 4 janvier 1959 qui effrayèrent les Belges et précipitèrent l'octroi de l'indépendance. Il prendra la tête du peuple en révolte contre l'ordre colonial et se retrouvera plusieurs jours plus tard comme prisonnier politique au camp Léopold, ici en face, appelé aujourd'hui camp Kokolo. Avec plusieurs de ses compagnons de lutte, dont Kouyena Ezaï, Madoudou Filemon, Nzeza Simon, Mbutakanza, Diomi Gaston, Pinzi, Kingotolo, Mwanda, Bachikama, Nzeza Land, Ndinga Dominique, Bikebi, etc. La liste est longue, excusez-moi. Étape dont personne ne parle jamais ou timidement. Aujourd'hui, l'histoire interpelle notre conscience pour rendre justice
et hommage à ces vaillants combattants dont les noms ont été tout simplement relégués dans les oubliettes de l'histoire. Ils se sont serrés les coudes pour chasser le colonisateur. Le 6 janvier 1959, ma maison située sur rue India numéro 1 dans la commune de Dendal est saccagée, pillée et mise sous scellé par l'administration coloniale. J'ai pu trouver refuge auprès d'un parent à Bandalungwa, Papa Kini Sébastien. Quelque temps après, je serai en exil avec mes enfants à Brazzaville sous la protection du président Fulbert Youlou jusqu'au 30 juin 1960. Plus tard, mon mari se battra en tant que président du cartel de Kisantu pour que la question essentielle des assises de la table ronde de Bruxelles tourne autour de la passation de pouvoir entre la Belgique et le futur Congo indépendant. Ce qui devait entraîner comme conséquence logique la transformation de la table ronde en constituante. Mais ces efforts n'aboutiront à rien et les participants revinrent les mains vides, donc un manque à gagner pour notre peuple. Le 24 juin 1960, mon mari fut élu président de la République au suffrage de 2 chambres réunies en lui accordant 159 voix sur 213, soit 70% des voix exprimées. Cette victoire fut le résultat d'un consensus entre divers partis politiques et autres composantes. Victoire rendue possible à cause de l'assurance qu'offrait Kasavubu pour la survie du Congo face aux convoitises de tout genre. Ce ne fut pas un cadeau, comme certains pourraient le prétendre, car après son élection, il déclarera, je cite, « Toute ma vie a été marquée par des difficultés et ce n'est pas devant cette lourde tâche que je vais reculer. Je compte sur la collaboration de vous tous qui m'avez fait confiance. » Fin de citation. Voici l'homme aux commandes de la jeune République. Après avoir été grand commis de l'État et un des premiers bourgmestres noirs, il dirigea de main de maître et avec transparence la gestion de la Première République. Sa probité morale et intellectuelle, son honnêteté dans la gestion de la chose publique lui valent aujourd'hui une réputation qui dépasse les frontières nationales. Lorsqu'il fut chassé du pouvoir, il laisse une trésorerie florissante, une constitution qui inspire tant de personnes aujourd'hui, une monnaie forte et stable, ce qui lui vaudra le titre de sénateur à vie et de héros ensuite. Malgré ses mérites unanimement reconnus, ces titres seront bafoués impitoyablement. La preuve en est que, devant vous, plusieurs orateurs se permettent de salir son image de marque et de le dénigrer sans gêne. Pour les esprits chagrins, il s'agit de l'acte du 5 septembre. Beaucoup de témoins sont encore vivants. Ils peuvent éclairer l'opinion sur cette affaire. Jusqu'à ce jour, il n'y a que 3 héros officiellement connus au Zaïre, mais seul Kasavubu est l'objet d'un traitement dégradant. Alors, que veut dire héros dans notre pays? Pour nous, un héros, une fois proclamé, appartient à cette catégorie de personnes, comparable aux personnages bibliques que Dieu envoie sur terre à un moment donné pour une mission bien déterminée dans la vie de chaque nation. Et dès lors, il est impérieux de tenir un langage décent et courtois à leur égard, car l'histoire sera impitoyable à l'égard de notre peuple pour ses actes parricides.
Le degré de civilisation des peuples se juge aussi par le traitement qu'ils réservent à leurs ancêtres parmi les plus illustres. Le comportement de certains orateurs nous afflige. Napoléon Bonaparte est mort en exil le 5 mai 1821 à l'île Sainte-Hélène. Il combattit toute l'Europe durant son règne, mais pour les Français, c'est un héros et à ce titre, il a sa place au Panthéon. Quant à nous, nous disons non. Kasavubu n'était pas un tribaliste, mais plutôt un patriote. L'abandon de Kasavubu par son peuple n'honore pas celui-ci. Et nous avons de la peine à donner peut-être l'explication de la malédiction qui nous poursuit chaque jour. Plaise à ce peuple réuni en conférence de corriger cette erreur. Car les héros on ne les traite pas par des jugements trop sévères, avec autant d'injures et autant de bassesse. Quel crime Kasavubu a-t-il commis et quel est le degré de son péché pour mériter un tel châtiment? Nous vous demandons un vocabulaire plus décent à son égard. Chers compatriotes, l'ère du pluralisme a sonné. Cela veut dire dialogue franc, tolérance et confrontation des idées. C'est pourquoi, quel que soit le feu de passion qui vous anime en ce moment, sachez qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus cher qui nous unit et qu'au-dessus de tout, il y a ce pays que nous aimons tous et qu'il nous faut bâtir sur de bases nouvelles, disait un grand homme d'État africain. Car l'esprit de division, la haine et la vengeance sont incompatibles avec la nouvelle société que nous voulons pour nos futurs dirigeants. Excellence Monseigneur, distingué conférencier, mon mari fut privé de liberté et mis en résidence surveillée. Ce 24 mars 1969, à 3 heures du matin, avant qu'il ne rende l'âme au Seigneur, en présence du prince de l'église, Monseigneur Ndoudi, aujourd'hui décédé, venu lui administrer le dernier sacrement, et en présence de 2 de mes fils ainsi que moi-même, il dira ceci, je cite, « Monseigneur, lorsque vous verrez Mobutu, dites-lui de ma part qu'il n'hypothèque pas l'indépendance nationale, car nous avons beaucoup souffert pour l'avoir. Que tous ceux que j'ai offensés involontairement me pardonnent. Tout est à présent consommé, je ne suis plus indispensable. » Fin de citation. Et il rendit l'âme. 23 ans après sa mort, mes enfants et moi n'avons jamais compris pourquoi Monseigneur Ndoudi avait eu ce message. Par l'environnement contraignant peut-être, ou par peur. Quant à nous, Monseigneur, distingué conférencier, nous disons tout haut que Kasavubu n'a plus géré ce pays depuis 27 ans. Il est mort comme il a vécu, les mains propres et blanches, ni rouge de sang, ni noir de détournement. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'était une caisse noire. Par conséquent, la ruine de l'Empire ne peut lui être imputable. Il a disparu dans l'humilité et la misère la plus totale, comme le dernier des vulgaires de ce monde. J'illustre ce passage par un événement insolite. Le soir du deuil, le corps de mon mari exposé dehors, devant la population venue de toutes parts pour le pleurer, quelqu'un se présente au nom des sociétés SNEL et Régie des eaux avec 2 factures à 20 heures. Il nous menace de couper l'eau et l'électricité, séance tenante, si on ne payait pas la facture.
fera comprendre que papa n'avait rien et que nous étions démunis de 12 zaïrs. Ma fille courut dans la maison pour essayer de trouver un palliatif, mais il n'y avait rien. Le courant a été coupé et nous avons pleuré notre mort avec des bougies et des lampes Aladin dans l'obscurité. Le courant ne reviendra que plus tard grâce à l'intervention de quelques notabilités de la place. À ce sujet, nous sommes en train de mettre sous impression un livre intitulé Kasavubu et son calvaire seront sa dernière volonté. Ce livre apparaîtra bientôt et il relatera toutes les péripéties de sa vie à partir du coup d'État, du déguerpissement du palais de Mongaliema jusqu'à Boma, en passant par toutes les tracasseries exagérées par les autorités locales le long de ce long trajet. Mon mari m'avait révélé qu'il avait souscrit quelques actions chez Cometric, actuellement SNEL, à la Socobank, actuellement BZCE. J'ai tout tenté pour entrer en possession de ces droits, mais les portes m'ont toujours été fermées. Je sollicite votre intervention personnelle, Monseigneur, et l'intervention de la Conférence nationale souveraine pour voir clair dans ce dossier. Il s'agit aussi de l'imprimerie congolaise. En conclusion, Monseigneur, distingué conférencier, Kasavubu avait-il mal fait en refusant les offres lui proposées par les Belges? Peut-être aurait-il dû accepter pour ne pas connaître le sort ingrat que les Congolais lui ont réservé en retour, dépouillé de tout minimum requis pour un homme de son rang. Oui, j'arrive. Monseigneur, distingué conférencier, mon mari prônait la transparence et le fédéralisme. Mais il ne sera compris que 23 ans après sa mort, nous aussi, nous optons pour le fédéralisme comme forme de l'État. Il fut sollicité plusieurs fois par les autorités belges pour abandonner ses idées et ambitions jugées trop grandes et trop posées pour le Congo. On lui promit des garanties suffisantes et nécessaires pour une vie aisée avec sa femme et ses enfants, jusqu'à lui proposer d'être gouverneur de la province de Léopoldville jusqu'à l'embouchure. Car à leurs yeux, il n'y avait que le peuple Mukongo qui était mûr politiquement et préparé pour assumer son indépendance. Mais il refusa ses offres et opta pour la lutte de l'indépendance totale du Congo. Voilà son crime. Voilà l'homme qu'on vous présente comme tribaliste et fédéraliste à outrance parce qu'il fut en même temps président de la BACO. C'est pourquoi, Monseigneur distingué conférencier, nous nous posons la question suivante. Kasavubu avait mal fait en refusant les offres lui proposées par les Belges. Peut-être aurait-il dû accepter pour ne pas connaître le sort ingrat que les Congolais lui ont réservé en retour, dépouillé de tout minimum requis pour un homme de son rang. Tel est, Monseigneur le Président,
le message que j'avais et que je tenais à transmettre au peuple congolais, présent et à venir, pour qu'il en tire les leçons de son histoire. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu accorder à ma communication et vous prie de croire à l'expression de ma parfaite considération. Nous remercions Mama Kasavubu et sa fille pour leur message. Il est 15h30. Nous faisons la pause pour une demi-heure et nous revenons à 16h. La séance est suspendue.